Bonjour Niels, Bonjour Quentin. vous êtes le délégué général du Pacte mondial de l'ONU Réseau France. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Ma première question était autour du Pacte mondial finalement. Qu'est-ce que le Pacte mondial? Alors, le pacte mondial, c'est en fait deux choses. C'est d'abord une institution spécialisée des Nations Unies qui s'adresse au secteur privé pour accompagner les entreprises dans ce qu'on pourrait appeler une démarche responsable des affaires, avec un focus évidemment très spécifique sur le développement durable, la RSE, les enjeux ESG, mais c'est aussi un engagement que prennent les entreprises, et en particulier le chef d'entreprise, qui s'engage publiquement auprès du secrétaire général des Nations Unies à respecter les 10 principes du pacte mondial qui tournent autour des droits humains, des normes internationales du travail, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la corruption. Et le chef d'entreprise et donc l'ensemble de l'entreprise, que c'est bien un engagement de l'entreprise, rencontre chaque année des démarches de progrès mises en œuvre par donc le membre du pacte mondial autour de ces 10 principes et depuis 2015 aussi au travers des objectifs de développement durable. C'est une façon pour nous d'accompagner les entreprises à transformer leur modèle d'affaires en tenant compte des enjeux sociaux, économiques, environnementaux et bien évidemment humains pour faire en sorte que le business soit plus responsable. Pour les collaborateurs d'Alten qui ne connaissent pas ce qu'est le Pacte mondial, comment vous le définirez et surtout comment vous expliqueriez son importance, notamment en France? Je dirais aux salariés qu'ils peuvent être fiers d'avoir une entreprise qui s'est engagée de manière volontaire dans une plateforme internationale reconnue par les Nations Unies qui fédère 25 000 entreprises dans le monde, 2300 en France, sur une démarche RSE. C'est vraiment une structuration de démarche RSE. Alors pour Alten, évidemment, la structuration est faite, mais c'est une reconnaissance d'Alten d'être partie prenante d'une démarche qui les dépasse, qui vous dépasse dans le bon sens du terme. Fait partie d'un collectif, d'une organisation, d'une initiative qui embarque encore une fois 25 000 entreprises dans le monde. Ça paraît peu, mais c'est énorme en termes de représentation. Si je prends l'exemple de la France, plus de 2300 entreprises. Si on additionne l'ensemble des chiffres d'affaires cumulés de nos membres, ça représente 42% du PIB français. Donc ça veut bien dire que c'est l'initiative aujourd'hui qui fédère le secteur privé sur ces enjeux-là. Et donc l'intérêt, c'est aussi une démarche publique qui est auprès du secrétaire général des Nations Unies, qui est donc su pour ceux qui veulent le savoir, donc auprès de tous. Et c'est un engagement très fort qui n'est pas un label, qui n'est pas une norme, qui n'est pas une démarche de communication, qui est un engagement extrêmement sincère de l'entreprise, puisque la communication est extrêmement discrète et qui permet à chacun de savoir que finalement, on est partie prenante en tant qu'entreprise dans cette démarche, dans un collectif, encore une fois, qui cherche à ne laisser personne de côté, mais aussi faire en sorte que l'économie se transforme pour être plus inclusive et plus durable. Justement, dans des entreprises qui sont cotées, que ce soit au SBF 120 ou au CAC 40, de quelle manière, justement, vous accompagnez ces entreprises, notamment dans les normes réglementaires que peut-être la CSRD? Alors le pacte mondial fête ses 25 ans, donc vous voyez déjà, c'est une histoire longue et le pacte mondial a contribué à façonner ce qu'on appelle aujourd'hui l'ESG et a poussé depuis 25 ans à l'établissement de normes dans le monde entier, donc on s'en réjouit. Et le lancement historique en France fait que nous avons toutes les entreprises du CAC 40 et presque toutes les entreprises du SBF 120. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement extrêmement fort et concret et profond de ces entreprises. Alors concrètement, nous, c'est une articulation entre l'engagement volontaire, encore une fois, le pacte mondial, c'est un engagement volontaire, et le réglementaire. Sous le réglementaire, les entreprises sont tenues de respecter le réglementaire, donc on n'émet pas d'opinion sur ce sujet-là. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'être intelligent et de bien articuler les sujets. Si on prend le cadre des directives européennes sur le reporting, qui s'appelle le CSRD, c'est une obligation à laquelle l'entreprise répond, et elle le fait en général plutôt bien. Il nous appartient, nous, d'accompagner sur des éléments où l'entreprise est peut-être moins habile, moins à jour, moins au fait. Alors après, on peut prendre tous les sujets, par exemple sur les chaînes de valeur, sur le travail forcé dans des chaînes de valeur, sur la décarbonation de vos chaînes de valeur, sur la protection de la biodiversité. Si on prend sur le numérique, de se dire finalement quel est l'impact du numérique sur les populations, sur les salariés, mais aussi sur les infrastructures. Donc notre enjeu, c'est d'aller accompagner les entreprises sur des éléments où elles peuvent se sentir moins matures, où on peut nous aussi avoir des intuitions qu'elles peuvent être peut-être un peu en retard sur certains sujets, pas à titre individuel, mais dans un collectif. Et donc, on va proposer des outils d'accompagnement collectif. On est dans une démarche collective pour permettre aux entreprises de progresser, encore une fois, au regard des 10 principes du pacte mondial. Aujourd'hui, dans un contexte incertain, de quelle manière les entreprises peuvent s'engager dans le domaine de la RSE notamment? Effectivement, le contexte international, la certitude, c'est qu'il est incertain. C'est sans doute une des seules certitudes que nous avons. Et il est donc important d'avoir des cadres de référence qui permettent à l'entreprise de progresser. Et c'est pour ça que c'est important
important d'avoir le pacte mondial de l'ONU? Moi, j'aime bien dire que le pacte mondial de l'ONU traduit en langage business les principes fondateurs des Nations Unies autour des droits de l'homme, etc., de protection de l'environnement. Et c'est important parce que ça permet de savoir où l'on va. Ça cadre les choses pour l'entreprise sur ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire, ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. De même avec les objectifs de développement durable, cet agenda à échéance 2030 permet aussi de dresser un chemin pour l'entreprise en se disant, voilà, quels sont les objectifs qu'il faut mettre en œuvre au niveau mondial et qui permet encore une fois de tracer ce chemin. La difficulté, c'est qu'on connaît l'objectif, on connaît la destination, mais le contexte fait qu'effectivement, il faut souvent changer la route et on a besoin d'être accompagné. Et donc, c'est aussi un des enjeux du pacte mondial, d'accompagner les entreprises et c'est un accompagnement collectif. Les entreprises s'accompagnent aussi entre elles, en ce qu'on appelle du pair à pair au niveau français ou européen. Et donc, c'est important d'avoir ce cadre. Les objectifs de développement durable, ils ont aussi un avantage, c'est qu'ils offrent un langage commun. C'est-à-dire que dans la chaîne de valeur de l'entreprise, à partir du moment où vous partagez les mêmes cadres qui sont pour le coup stables dans le temps, ça vous permet d'avancer et de définir des politiques internes qui ne sont pas corrélées à des aléas politiques, géopolitiques ou d'autres, et qui donc permet d'avancer indépendamment d'un contexte politique, si je prends l'exemple de la France aujourd'hui. Et ça, c'est important. Ce qui est aussi important, c'est que ça trace des opportunités, de se dire finalement, moi, dans mon business, j'ai envie de faire certaines choses. Est-ce que c'est cohérent avec ce que fait le reste du monde? Est-ce que ça correspond à des besoins? Est-ce que ça correspond à des attentes de territoire, de parties prenantes, d'institutions internationales? Et comment, ensemble, on va pouvoir travailler pour atteindre ces objectifs? Il ne s'agit évidemment pas pour l'entreprise en tant que telle de lutter toute seule contre la lutte contre la pauvreté, si je prends l'objectif numéro 1. Mais si je prends cet objectif, au travers du salaire, est-ce que le salaire que je donne à mes salariés dans l'ensemble des pays dans lesquels je suis implanté permet de vivre dignement? C'est ce qu'on appelle le salaire décent, en anglais le living wage. Et tout de suite, vous voyez la corrélation entre la responsabilité de l'entreprise et son engagement volontaire. Dans le cadre du salaire, la loi s'applique, c'est le salaire minimum, mais on peut aller plus loin avec le salaire décent qui permet à une famille, un couple, 2 enfants de vivre dignement pendant une année. Justement, est-ce qu'il y a des indicateurs que vous suivez pour démontrer concrètement les engagements des entreprises? Alors, comme c'est un engagement volontaire, c'est la limite d'un engagement volontaire, il n'y a pas d'indicateur de type INSEE qu'on peut mettre en face. Pour autant, je faisais mention que l'entreprise s'engage dans une démarche de progrès et rend compte chaque année de ces démarches de progrès dans ce qu'on appelle dans notre jargon une COP, une communication sur le progrès. Toutes les entreprises membres du pacte mondial rendent compte chaque année des progrès sur la base donc, de ces 10 principes au travers d'un questionnaire normalisé et toutes les parties prenantes ont accès à cette information sur le site du pacte mondial et peuvent donc aller voir les informations communiquées par l'entreprise. Et c'est cette démarche-là de transparence qui est extrêmement utile et qui donne de la donnée parce que à partir du moment où elle peut être challengée par des parties prenantes internes ou externes, que ce soit des salariés, des organisations syndicales, des investisseurs, des acteurs associatifs, des ONG, vont pouvoir challenger ce qui est écrit et interpeller si le sentiment de non-alignement est présent, de dire on est dubitatif sur ce que vous faites ou au contraire, dans un point très positif, on est surpris sur les engagements que vous aviez pris parce qu'on n'était pas au courant, on n'avait pas forcément eu accès à l'information et on est très content de ce que vous faites sur tel domaine. Donc cette transparence-là est de fait un indicateur qui permet à l'entreprise de progresser. Et ce sont des éléments qui sont très regardés par les investisseurs sur les engagements, les investisseurs financiers, Ecovadis, sur d'autres labels ou agences de notation qui viennent aussi regarder concrètement ce que fait l'entreprise. Je voulais savoir aujourd'hui où est-ce qu'on se situe avec l'agenda 2030, la France et les entreprises françaises au regard de cet agenda. L'agenda 2030 a été donc lancé en 2015 à l'unanimité des 193 États membres dans un moment, je dirais presque d'euphorie si on regarde la situation aujourd'hui, mais en tout cas, effectivement, la situation géopolitique est très différente. On va poser la question, effectivement, on vit dans un monde d'incertitude, de fragmentation, d'incertitude géopolitique, de tensions économiques aussi extrêmement fortes. Et donc, par définition, cet agenda est challengé sur les investissements, sur les fonds qui peuvent être mis à la fois par la puissance publique, mais aussi par le secteur privé. Et c'est important car tout un chacun est acteur de cet agenda 2030, le public, le privé et les citoyens. Après, évidemment, chacun avec un engagement financier différent. Dans le cadre de l'entreprise, évidemment, quand on investit dans des infrastructures, quand on investit dans du capital humain, quand on investit dans la décarbonation de ces chaînes de valeur, on contribue directement à cet agenda 2030. Aujourd'hui, le bilan est mitigé. Seuls 35% de l'ensemble des cibles et des indicateurs sont sur la bonne voie ou ont été atteints, mais 18% sont en recul. Ça veut dire qu'aujourd'hui, très clairement, sous les enjeux de la faim, par exemple, de la vaccination, on observe des reculs tangibles dans le monde entier. En France, le bilan est
plutôt positif. C'est un pays dit développé dans le jargon des Nations Unies, et l'Europe en particulier est un territoire effectivement plutôt dynamique sur ces sujets-là. Pour autant, en France, on se situe dans le top 10 des pays les plus avancés dans la mise en œuvre du développement durable, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais on observe aussi des reculs, en particulier sur la pauvreté, où les taux de pauvreté n'ont jamais été aussi élevés en France, mais aussi sur la protection, par exemple, des ressources halieutiques ou sur le système judiciaire et carcéral. Et pourquoi c'est important aujourd'hui pour les entreprises de s'engager justement dans le cadre de cet agenda 2030 et de rejoindre le Pacte mondial Réseau France? Je crois qu'il faut se dire les choses. Il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Je ne connais aucune entreprise qui peut être rentable dans un univers concurrentiel qui ne l'est pas. Et donc, il ne s'agit pas de demander autre chose à l'entreprise, encore une fois, que de transformer ce modèle d'affaires. L'entreprise, elle est là effectivement pour être rentable, quels que soient ses actionnaires et ses investisseurs, mais elle doit contribuer, encore une fois, dans une conduite responsable de son environnement immédiat. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'expliquer que l'entreprise peut contribuer à sa valeur dans l'ensemble de ses opérations, dans l'ensemble de ses chaînes de valeur, dans l'ensemble de ses process industriels, quels qu'ils soient, d'être aligné sur ces enjeux-là, mais aussi pour des effets de compétitivité et de notoriété. Une entreprise qui pollue, une entreprise qui ne respecte pas ses obligations, même réglementaires, est une entreprise qui sera soumise au feu de la critique. Une entreprise qui n'est pas exemplaire sur l'égalité femmes-hommes, sur les sujets d'inclusion, aura beaucoup de mal à attirer des salariés ou à retenir les salariés au sein de l'entreprise. Quand l'entreprise ira négocier auprès de ses banquiers ou de ses investisseurs sur un certain nombre de sujets, mais n'est pas en capacité de démontrer ses actions de décarbonation, la banque va bonifier négativement les prêts qu'elle va fournir. Donc en réalité, il y a un intérêt économique fort pour l'entreprise de se transformer, et parce que la durabilité est aussi un enjeu de compétitivité. Le débat public aujourd'hui laisse à penser qu'il y a compétitivité d'une part et durabilité de l'autre. C'est faux. Les entreprises qui ont introduit dans leur modèle d'affaires la décarbonation et l'ensemble de l'agenda 2030 à la hauteur évidemment de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font, sont des entreprises aujourd'hui qui développent des nouveaux produits qui répondent au marché. Et les entreprises françaises sont plutôt bien placées sur le sujet. Si vous prenez des entreprises du CAC 40 donc cotées en bourse, Schneider Electric par exemple est une entreprise reconnue sur le podium numéro 1 des enjeux de durabilité. Mais les entreprises françaises au total, enfin dans leur globalité, sont aussi très bien reconnues à l'international. Et si vous prenez des entreprises, par exemple, comme Ikea, 30 à 35% de leur chiffre d'affaires repose aujourd'hui sur des nouveaux produits qui répondent à ces enjeux de durabilité, y compris l'économie circulaire, le recyclage, etc. Donc, on voit bien que quand l'entreprise intègre directement dans son modèle d'affaires ces enjeux-là, d'abord, elle peut les anticiper. Elle ne va pas subir la réglementation de manière frontale parce qu'elle aura anticipé en interne sur des délais qui peuvent être parfois longs. Les sujets de déforestation importée sont des sujets complexes, des sujets techniques qui nécessitent du temps. Je parlais du salaire décent, est un sujet aussi qui prend du temps. Les entreprises françaises qui l'ont mis en place ont pris 3-4 ans de discussion en interne, y compris avec les organisations syndicales, pour bien aligner les dispositifs. Donc ça prend du temps. Et donc c'est aussi une forme de résilience. Et la réglementation, en général, est une moyenne. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, en général, qui veut être compétitive, ne se contente pas de la moyenne et veut plutôt être premier de la classe. Donc, vous voyez bien que l'engagement volontaire permet d'une part d'aller plus loin, d'une part que la réglementation, mais aussi de se démarquer de ses compétiteurs dans un marché qui est très concurrentiel. Merci beaucoup. Merci Quentin.